Très souvent, quand vous êtes dans un moment où on cherche une idée pour avancer dans une équipe, il y a quelqu'un qui va donner une idée. Et hier, c'était ça exactement. Et la phrase d'après, c'est oui, mais. La phrase d'après, c'est systématiquement oui, mais. Et là, après le mais, il y a un risque. On n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, si jamais on se plante. Et ce que je disais, truc vraiment important, c'est que l'idée n'a pas le temps d'être bonne quand le risque arrive à la deuxième phrase. Et je leur disais, c'est pour ça que vous n'êtes jamais content de vos idées. C'est que vous les bloquez à la deuxième phrase. Maintenant, virez-moi le oui mais et prenez la première idée et faites 10 oui et derrière. Oui et, c'est-à-dire je construis autour et j'accepte d'avancer sans me poser la question du risque. Vous allez voir qu'à la fin, il y a toujours le même risque du début, mais on a beaucoup plus envie de tenter le coup. Donc ça crée de l'audace. J'imagine que tu es contente de tourner la table ronde qui te tient le plus à cœur, à savoir. On va parler de Kris Jenner et du management des sœurs Kardashian. Waouh! Alors là, n'oubliez pas de commenter et vous abonner. Il y aura des choses à commenter et abonnez-vous pour qu'on puisse continuer à faire des contenus sur des managers aussi célèbres et connus que Kris Jenner. Et respectés. Respectés pour leur management. Alors, mais justement, on en fait une blague. Ça paraît pas du tout évident qu'on va chercher Kris Jenner et la maman Kardashian pour modèle de management. On aurait plutôt fait Henry Ford ou Steve Jobs. Pourquoi, au-delà du fait que tu les aimes beaucoup, pourquoi au-delà de ça, on veut parler de management avec elles? Oui, c'est ça. Alors, la raison pour laquelle tu as accepté de faire cette table ronde, parce que moi, je suis fan. Sympa. Voilà. Moi, on me donne un micro, je peux en parler pendant des heures, mais c'est parce que tu as accepté de t'entendre sur le fait que les Kardashian, tout le monde les connaît. On sait globalement qu'elles sortent un peu d'une émission de télé-réalité, mais il n'y a pas de rapport entre le fait de sortir d'une émission de télé-réalité et d'arriver au rang de célébrité qu'elles ont aujourd'hui. Donc, il y a des secrets managériaux derrière qui expliquent ce succès. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer un peu ensemble. Qu'est-ce qui fait la patte Kris Jenner qui a pu l'amener de j'ai une fille qui est vaguement un peu connue à je fonde un empire gigantesque. Alors la fille vaguement un peu connue, c'est Kim Kardashian et je pense que c'est la personne que vous connaissez le mieux. Je suis pas sûr que les gens qui nous regardent en France aient l'ensemble de l'arbre généalogique. Est-ce que très rapidement tu peux nous rappeler d'où ça vient cette histoire-là et depuis combien de temps ça dure? Alors si je fais résumé rapide de la vie de Kris Jenner. Kris Jenner, elle s'est mariée d'abord avec Robert Kardashian. C'est une ancienne hôtesse de l'air. Notez, hein. Vous notez les trucs. Il y aura des interrogations à la fin du truc. Je note. Elle se marie avec Robert Kardashian. Robert. Elle commence un peu à fréquenter le gratin et notamment à fréquenter un milieu qui est assez connu aux États-Unis parce que Robert Kardashian, c'est un avocat célèbre qui a été l'avocat d'O.J. Simpson. O.J. Simpson, procès qui a énormément marqué les États-Unis. On a commencé à beaucoup entendre parler de ce nom-là, déjà. Elle a 4 enfants. Elle a Kourtney, Kim, Khloé, le tout avec des K, et Robert Jr., mais ça, pour le coup, lui, il est un peu moins connu. Elle a divorcé de Robert Kardashian et elle s'est remariée avec Caitlyn Jenner, anciennement Bruce Jenner, avec lequel elle a eu 2 enfants, Kylie, Kendall. Donc, elle a eu 6 enfants. Elle était un peu, donc du coup, dans un milieu de... On connaît son nom, mais on n'est pas très sûr de exactement qui c'est. Ce qui a fait un peu son début de la gloire, c'est la sextape de Kim Kardashian. C'était en 2007, donc un peu les débuts de vidéos qui peuvent s'échanger sur Internet. C'est vrai que moi, qui m'intéressais pas spécialement au sujet, d'ailleurs toi non plus à l'époque. Ben non. On en a entendu parler de cette sextape. Mais oui, parce qu'il y a eu Paris Hilton, Kim Kardashian. Voilà. Donc en 2007, il y a eu un peu ça. Donc Kim Kardashian, c'était un peu une hit girl et elle est un peu propulsée au rang de, voilà, on a commencé à un peu plus la connaître. Et surfant sur cette début de célébrité, Kris Jenner, elle a signé une émission de télé-réalité en disant... en fait, on va pas parler que de Kim. Je vais faire une émission de télé-réalité qui s'appelle Keeping Up with the Kardashians, où il y aura toutes mes filles. Et donc, il y a les 5 filles dans l'émission de télé-réalité. Il y a aussi, du coup, Caitlyn Jenner qui apparaît. Et c'est vraiment le quotidien complètement parodié de la manière dont on pourrait s'imaginer cette famille-là. C'est très drôle. En fait, Keeping Up with the Kardashians. Et ça a lancé vraiment et ça a développé les personnages que sont aujourd'hui devenus chacune des sœurs. Ça dure depuis déjà 12 ans, ce qui est énorme pour une émission de télé-réalité. C'est un succès absolument phénoménal, j'ai compté. Mais en gros, il y a 20 saisons de Keeping Up with the Kardashians. Il y a des spin-offs, parce que parfois, il y a des trucs où on suit que 2 sœurs, genre Kylie et Kendall, Kourtney et Khloé. Ça, il y en a 7. Après, elles ont arrêté. Kylie et Kendall, on les suit d'ailleurs aujourd'hui. Ouais, on les suit super bien, je suis trop contente.
Merci Margot. Et on a des nouvelles saisons qui sont sorties là avec, je crois que c'est du coup la 3e fois que c'est sur Disney+. Donc un succès qui n'a vraiment, enfin, il y a aucune autre émission de télé-réalité qui arrive à garder les mêmes personnes et à tenir aussi longtemps. Ouais, c'est ça d'ailleurs qui m'a intéressé moi dans le sujet là quand on en parlait un peu. C'est pas encore tout à fait la longévité des Simpsons, mais tout de suite moi je t'ai cité les Simpsons. En fait, ce qui est intéressant, et après vous ferez votre opinion sur la série, vous aimez pas, mais ce qui va être intéressant dans cette série, je trouve, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à faire une série vraiment à partir de ce qu'on a, puisque ces filles elles sont comme elles sont. Donc vraiment faire une équipe à partir de ce qu'on a, pour parler termes managériaux, et arriver à durer aussi longtemps. Ouais. Là, je trouve qu'il y a un truc un peu magique qu'il faut décortiquer. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble pendant les je sais pas 30 prochaines minutes à peu près. Oui, bah c'est très clairement c'est quand même la magie Kris Jenner. La raison pour laquelle on en parle, c'est que derrière tout ça, il y a vraiment l'intuition d'une femme qui a inventé son système de management, qui a inventé la manière dont on parle des Kardashians. Et oui, aujourd'hui, je pense qu'elle est accompagnée d'une énorme équipe. Mais quand même, à la base, c'est vraiment elle qui a fondé tout ça. Bah, tu parles d'intuition. Donc nous, on en a retenu 3 intuitions de Kris Jenner qui nous paraissent utiles. Et on va regarder ensemble quelles sont ces intuitions, comment ça marche et comment vous allez pouvoir les appliquer en entreprise dans vos équipes. Intuition numéro 1, j'avais noté sur mon petit papier le fait d'être singulière, assumée et voire autoparodique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je pense que c'est une des grandes choses quand on commence à s'intéresser un peu aux Kardashians. D'un point de vue extérieur, on s'imagine que c'est un système assez sérieux. Et en fait, la manière dont est construite la télé-réalité ou toute leur image, c'est plutôt une logique d'autoparodie. Et les Kardashians, c'est très drôle à la base. Et donc, Kris Jenner, elle prend un peu les traits et tout ce qu'on pourrait reprocher à sa famille. Et en fait, elle en rigole elle-même énormément. Alors, un extrait qui est hyper connu et qui est dans la télé-réalité, c'est Kim Kardashian, qui est un peu connue pour être, du coup, accro aux belles choses, au bling et tout. Il y a un épisode qui est super connu où elle perd il est incroyable. Une boucle d'oreille dans l'eau et elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Il y a sa sœur qui sort d'un bungalow en lui disant « Kim, il y a des gens qui meurent !» et qui referme la porte ça, c'est vraiment un truc on rigole de nous-mêmes. Un autre exemple qu'on peut citer qui est aussi où on voit beaucoup qu'elles ont fondé ça, c'est Kim Kardashian, elle a été invitée au Saturday Night Live. Elle commence le Saturday Night Live traditionnellement par une espèce de pitch un peu humoristique où en fait elle ne fait que faire des blagues sur elle-même et vraiment sur les pires trucs qu'on pourrait lui reprocher. En fait, c'est elle-même qui les met, donc elle est devenue inattaquable parce qu'en fait elle a déjà fait la blague. Elle s'est déjà attaquée elle-même, donc c'est foutu. Pendant l'émission, sont invitées ses sœurs qui presque mettent une perruque de leurs propres cheveux pour qu'on se rende compte qu'elles sont en train de faire une parodie d'elles-mêmes. Et il y a même dans la télé-réalité, on voit les moments où Kim Kardashian prépare ses sketchs et où des humoristes du Saturday Night Live lui disent « mais c'est pas drôle ». Donc en fait, on peut même pas l'attaquer sur le fait de dire ça a été écrit par d'autres et t'es pas drôle en vrai, parce qu'en fait, réellement, elle l'a déjà attaqué elle-même. Et je trouve que c'est assez rigolo parce que ça casse complètement avec l'image qu'on pourrait avoir de le manager qui réussit, c'est le truc hyper sérieux. En fait, elle, vraiment, la base de leur réussite, c'est le fait qu'elle soit inattaquable parce qu'elle rigole déjà trop d'elle-même. Mais ça me fait penser à une anecdote, et pour faire le lien avec le management, qui m'est arrivé hier, littéralement. C'est que on bosse pour une boîte, allez, on le dit, c'est Sephora, avec des gens hyper jeunes, dynamiques, plein de filles, hyper sympas, etc., etc. Et on leur a fait faire des exercices. Et notamment l'après-midi, elles ont fait un exercice qu'elles ont pris très très au sérieux, qui était hyper dur et qu'elles ont presque échoué parce qu'elles cherchaient à avoir la question bien formulée, nickel, etc. Et quand on a commencé, nous et avec les managers, à venir un peu leur dire mais vas-y, soyez drôle, amusez-vous, choisissez un thème qui vous amuse, faites quelque chose de drôle avant de faire quelque chose de solide, et vous verrez quand vous aurez très envie de l'idée, vous arriverez à caler les choses sérieuses dedans. Et ben elles ont switché et elles ont fait des trucs trop bien. Et quand je t'entends sur Kris Jenner et les sœurs Kardashian, je trouve que ça nous rappelle un truc. On n'est pas obligé de faire des caricatures extrêmes dans le sens parce que là c'est pour faire de la télé, donc c'est ok. Bien sûr. Mais par contre, on a un vrai intérêt à s'auto-parodier, à oser rire un peu de qui on est et de nos petits travers, parce qu'en fait, l'humain est fait comme ça, et quand il rigole et quand il est détendu, ben, il est plus créatif, il est plus intelligent, il est plus ouvert aux autres, etc., etc. Donc, je trouve que
ça match vraiment avec des choses qui se passent en entreprise. Moi, je les trouve trop sérieux. Sérieux, et du coup, on a peur de casser notre propre image, parce qu'une fois qu'on a créé un personnage de sérieux, il est assez inamovible, et puis on se dit, ah, mais attends, si maintenant je le casse en faisant de l'humour, ça va plus... Enfin, et puis l'humour, c'est pas de la frivolité, quoi. Exactement. Mais d'ailleurs, on avait fait une table ronde sur ça avec Jérôme, parce que là, tu prêches une convaincue, vraiment. Je trouve que la légèreté a d'immenses qualités et complète si bien le sérieux, et on peut faire des choses si sérieuses de manière si légère. Et je trouve que, alors, les Kardashians, c'est vraiment ça. Et je pense que si la série s'était prise au sérieux, cette scène de la boucle d'oreille est ridicule. Évidemment, c'est pas le problème des gens. Enfin, les gens, ils ont pas des boucles d'oreilles en diamant quand ils vont se baigner. Ils ont pas des boucles d'oreilles en diamant la plupart du temps. Et quand ils vont se baigner, ils les enlèvent. Si on prend au premier degré, c'est ridicule. Ça parle pas de la vie des gens. Voilà. Si on se rappelle que, en fait, c'est un divertissement, que c'est fait justement pour que les gens rigolent, et on se rend compte que on peut y aller, mais il faut y aller à fond, et ça va nous faire rentrer dans l'histoire beaucoup mieux, quoi. Ne soyez pas trop sérieux. Alors, si vous avez des expériences aussi, vous, de moments où vous avez pas réussi par le sérieux et que vous avez réussi en rigolant, comme les filles Kardashian, Kris Jenner ou évidemment des tas et des tas d'autres équipes, mettez-le nous en commentaire pour qu'on puisse compléter et qu'on discute avec vous de tout ça. Ça nous fait une intuition, mais je suis même pas sûr que ce soit la plus importante de la série. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est comment elle a développé ses filles, en fait. Justement, de là, le côté parodique, à la base, il fonctionne parce qu'elle a des personnages hyper identifiés. Et je trouve que Kris Jenner, elle a fait un truc qui est un peu magique, c'est que chacune de ses filles a des personnalités assez différentes. Ah, faut nous donner des exemples, on est d'accord, hein. Oui. Donc, par exemple, si je prends, pour pas citer tout le temps Kim, l'aînée Kourtney, elle est assez connue parce que de toutes les Kardashians, c'est celle qui a le moins cherché d'image un peu glamour. Donc elle est assez connue pour avoir ce truc de rêve un peu européen, moins glamour américain. On la connaît aussi parce que elle s'est roulée dans la boue plein de fois, là où Kim Kardashian disait oh là là, c'est horrible, voilà. Elle est c'est un peu badass, quoi. Okay. Un autre exemple, on pourrait prendre Kendall Jenner. Elle s'est pas du tout développée comme les autres Kardashian. Elle, dès le début, elle a été mannequin, parce qu'ils ont aussi des métiers un peu différents. Kendall Jenner, elle est mannequin. Elle s'est plutôt positionnée sur de la haute couture assez vite. Et donc, elle est assez différente de l'image qu'ont les autres filles, parce qu'elle a ce truc un peu très mystérieux. Elle le dit souvent, elle est un peu garçon manqué, elle fait beaucoup de cheval. Elle est très solitaire. Elle a pas du tout ce côté très, très bling qu'ont les autres, et très explosif. Kendall Jenner, elle est haute couture, plus réservée. Ça, c'est typiquement, c'est des personnalités un peu différentes, et elles l'ont toutes, hein. Je pourrais faire Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait, Kris Jenner? C'est-à-dire que, comment ça se passe? Donc, on a compris, elle a Kim, qui est un peu son produit, pour le vilain mot, pour le mec, qui est un peu sa fille star du début. Comment elle scénarise tout ça? Comment elle fait? Parce que moi, je pense à mon manager qui a aussi une équipe qu'il a pas plus choisie, hein. Elle a pas choisi ses filles, elle les a faites, mais elle les a pas choisies. Et là, pareil, dans votre équipe, vous les avez en général pas choisies, en tout cas pas tous. Elle a donc un panel de filles différentes. Comment elle a fait? Un des trucs qui est hyper rigolo, c'est qu'il n'y a absolument aucune recherche de les uniformiser. Il y a certes Kim, qui est assez connue et vraiment identifiable au début comme la bling bling. Mais quand on a Chloé à côté, Chloé, en fait, elle a énormément d'humour. Et donc, en fait, elle mise tout sur l'humour de Chloé. Dans la manière dont elle va amener sa télé-réalité, elle cherche pas à dire les deux vont faire la même chose. Elle dit il y en a une qui cherche du bling et l'autre qui va faire des blagues dessus parce que c'est hyper drôle. À chaque fois, elle identifie les forces de ses filles. Et plutôt que d'essayer de corriger ce qui ferait qu'elles sont différentes, elle prend ses forces et elle les tire à fond. Et alors là, c'est très particulier puisqu'elle en fait des personnages, hein. Oui, non, mais c'est du spectacle. C'est du spectacle, on est d'accord. Et un autre truc que je trouve intéressant et qui fait que ça dure, c'est qu'en plus, ces personnages évoluent beaucoup dans le temps. Kim Kardashian, on l'a connue, elle, pour le coup, c'est vraiment l'évolution la plus marquante. On l'a connue très, très bling-bling, un peu à la recherche de célébrité pour la célébrité. Un peu bimbo, même, on peut le dire. Très bimbo. Avec comme rêve dans la vie de passer dans Playboy, hein. C'était comme ça, la première saison de Keeping Up with the Kardashians, c'est comment est-ce qu'elle va réussir à passer dans Playboy. Et en fait, on l'a vu complètement évoluer. Déjà, elle a eu 4 enfants, donc ça a un peu changé sa personnalité, son positionnement, ce qu'elle cherche. Maintenant, on la voit plutôt chercher à passer dans Vogue. Elle est devenue avocate. Elle essaye de défendre les droits des personnes qui sont dans le couloir de la mort aux États-Unis. Enfin, on a vraiment vu un personnage qui était un personnage de bimbo évoluer en un grand personnage aujourd'hui plutôt de matriarche qui se présente comme une espèce de sagesse de femme. C'est vrai que c'est une belle évolution. Ouais, et elle l'a complètement accompagnée, Kris Jenner. Kourtney, qui était pareil un peu bimbo, aujourd'hui est très très rock.
d'autant plus qu'elle sort avec le batteur de Sum 41. Bah, Kris Jenner a jamais cherché à dire à Courtney, enfin, je ne pense pas, non, s'il te plaît, arrête, n'évolue surtout pas. Je trouve que c'est accompagner l'évolution. Je trouve qu'il y a 2 choses qu'on doit pouvoir retenir en management et qui peuvent paraître paradoxales. Et moi, ça m'intéresse parce que c'est des erreurs que je vois, ou des erreurs ou des bonnes choses d'ailleurs, quand c'est bien fait, que je vois chez les clients. La première chose, c'est effectivement, faisons des projets à partir des points forts des gens, développons-les à partir de leurs points forts. Bon, ça, je pense que ça commence à venir dans un certain nombre de boîtes. On commence à comprendre que c'est intelligent. C'est pas généralisé, à mon avis, il faut le faire plus. Enfin, ok. Et par contre, il y a un truc qu'elle fait bien et qui est l'erreur classique quand on est dans ce genre de cas, c'est ok, donc du coup, c'est laquelle qui est un peu drôle, Chloé. Putain, je suis bon du premier coup, quoi. S'il y en a 6, et... Ça fait 4 ans que je te... Ah, mais Chloé, j'ai fait exprès, j'ai pas pris Kim. Il y a une erreur énorme en management que moi je vois tout le temps, ce serait de dire Chloé, elle est drôle, sois drôle. Ça, c'est bien, il faut le faire. Mais petit à petit, elle n'est que drôle. Ouais. Et donc, du coup, ça, moi, je vois beaucoup dans les entreprises, dans les boîtes, c'était, Michel, il est très analytique, donc je lui fais faire de l'analyse, et puis il finit par n'être que de l'analyse. Et en fait, ça, moi, je trouve que c'est vraiment important. C'est pas parce que vous prenez un point fort, que vous en faites une caricature, à un moment donné, que vous devez essentialiser les gens par rapport à cette caricature. Et ce que je trouve qu'elle fait bien, enfin, de ce que tu racontes, Kris Jenner, il faut que je regarde les 20 saisons pour vérifier. Je te crois sur parole. C'est que, justement, elle arrive à la fois à les pousser dans leur truc sans les enfermer dans leur caricature d'elle-même. Moi, je trouve que tout est assez conscient. Une citation que j'adore d'une personne américaine qui n'a aucun rapport, qui est Dolly Parton, une chanteuse de country. Trouve qui tu es et fais-le exprès. Et je trouve que là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a une manière assez consciente de dire, moi, je sais que je suis un peu la drôle. Donc, une fois de temps en temps, je vais faire exprès d'être la drôle. C'est de l'action, en fait. C'est là, je fais exprès d'être la drôle, mais une fois mais on sait que c'est pas ma personnalité. Ce n'est pas que ça, en tout cas. Voilà. Et je fais du Kim Kardashian, je fais du Chloé, je fais du Courtney. Et du coup, en fait, c'est pas de l'étiquetage. Et je trouve ça, moi, très important en management. C'est-à-dire, faites faire à vos Chloé, Michel, Jean-Louis, Sophie, ce qu'ils sont là où ils sont les meilleurs. Voilà. Et bâtissez vos projets là-dessus. Et faites confiance à cette énergie-là pour faire avancer les choses. Mais n'oubliez jamais que Michel, Sophie, Chloé ou les autres ne sont jamais que cette qualité-là et qu'ils ont plein d'autres choses. Et donc, apprenez à les faire évoluer. Et ça, moi, je trouve ça important parce que ça permet à la fois d'avoir la performance, le résultat à court ou moyen terme, mais ça permet aussi d'avoir une longévité managériale et d'arriver à aider les gens sur des durées un peu longues. Si vous les essentialisez, on va faire des records du monde sur des durées très courtes. On va peiner beaucoup à construire des équipes dans la durée, quoi. Voilà. Alors que dire à quelqu'un fais c'est facile. C'est plus facile. Ça, pour moi, c'est vraiment le point fort je suis des Kardashians et celui dont on se doute le moins, je trouve, plus de loin. Il y a une autre chose que Kris Jenner fait assez bien en tant que manager. Une troisième intuition, donc. Voilà. On a l'impression que Kris Jenner n'a absolument aucune conscience de la notion d'échec. C'est assez parlant dans la manière dont l'empire Kardashian s'est monté. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'elles gagnent de l'argent, c'est certes la télé-réalité, mais les marques qu'elles ont développées. Elles en ont développé beaucoup ? Elles en ont développé beaucoup. Aujourd'hui, elles sont assez connues parce qu'il y en a quelques-unes qui fonctionnent très très bien. Par exemple, Skims de Kim Kardashian, qui sont des vêtements sculptants. Ou Kylie Cosmetics de Kylie, qui sont des cosmétiques. Ça a très bien marché, Ouais, voilà. De ce que je sais, parce qu'en fait, c'est toujours un peu compliqué d'avoir les chiffres, donc peut-être qu'elles vont faire faillite dans 2 mois, mais pour l'instant, en tout cas, c'est des très grands succès. Et en fait, elles ont créé un système qui est pas sur le fait de n'avoir que des marques qui fonctionnent, mais avoir des marques qui fonctionnent tellement bien que ça compense l'échec de toutes les autres. Et il y en a beaucoup des échecs ? Et alors, tu m'as posé la question de est-ce que tu peux me donner des exemples d'échecs ? Il faut savoir que quand on cherche échec ou faillite Kardashian sur Google, il y a des tops des plus grandes faillites. J'ai fait des top 5. En gros, c'est incroyable le nombre de trucs qu'elles ont montés. Donc, il y avait Card avec un K, qui sont des cartes Mastercard. Échec. Kardashian Collection. Chroma, qui étaient des cosmétiques avec un K, qui est devenu Kardashian Beauty. Faillite aussi. Colors, des vernis à ongles avec un K. Glam. Avec un K. Ah non. Non. Elles ont écrit un livre dystopique, Kylie et Kendall, qui n'a pas marché du tout. Elles sont avec nous, j'ai l'impression. Elles sont avec moi, je ne... Kylie et Kendall ont monté une marque d'habits qui n'a pas marché. Ils ont monté des chaussettes, Arthur Georges. Kardashian Glow, des fonds de teint pour corps. Dash, qui pour le coup a super bien marché des fringues, mais qui s'est arrêté. Kim Kardashian Hollywood. Enfin, il y a vraiment une liste, et là j'en ai cité une partie.
Parce qu'en fait, il y a aussi un peu en ce moment des marques en stand-by, mais ça fait 2 ans qu'elles n'ont pas de nouvelles nouvelles. Mais il y a une liste de marques qui ont fait faillite qui est gigantesque. Et alors, elles en parlent. Et en fait, c'est assez rigolo. Il n'y a pas vraiment de honte liée à ça. Il y a un espèce de truc où à chaque fois qu'une de ces marques a fait faillite, ou en tout cas s'est arrêtée, il y a eu un petit communiqué sur le site web de on arrête, c'est fini. On fait ça. Une fois de temps en temps, ils en parlent dans la télé-réalité pour revenir dessus en disant oui, ça s'est arrêté. Puis voilà. Et pas de drama pour le coup. On fait plus de drama pour la, pour la boucle d'oreille et de diamant que pour l'entreprise de cosmétiques qui se plante, quoi. Exactement. Il y a un espèce de truc de ça fait partie du jeu. Et quand Kris Jenner, elle en parle, parce qu'elle fait évidemment des interviews, on n'est pas les seuls à avoir capté qu'elle était manager d'un empire. Elle a fait quelques interviews sur comment est-ce qu'on gère une marque. Et en fait, on voit qu'elle dit il y a plein d'échecs, quoi. Là aussi, ça me fait repenser à plein d'équipes que j'ai accompagnées parce que on pourrait se dire ouais, mais c'est facile parce qu'elles ont les grands succès, permet d'avoir tous ces échecs. Sauf que je pense que c'est quand même l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce qu'elles en font beaucoup qu'il y a des grands succès, plutôt que parce qu'il y a des grands succès, elles en font beaucoup. Et moi, je le vois à tout petit niveau, parce que créer des marques, ça veut déjà dire une surface financière, une capacité marketing énorme et tout. Bien sûr que les managers qui nous regardent ne vont pas créer, je sais pas combien t'en as cité, une quinzaine de marques. Incroyable, hein. Incroyable. Mais il n'y a aucune chance. Okay, sauf si c'est Kylian Mbappé qui nous regarde, lui peut-être il va faire 15 marques, et d'ailleurs fais-en 15 Kylian. Mais avec un K. Oui, non, mais bien sûr, je vais pas prendre quelqu'un d'autre. 100 K, ça serait ridicule. Moi, je vois les managers dans leurs équipes ou les équipes tout court trop chercher à faire un truc parfait, trop chercher à sécuriser le succès. Et donc, du coup, avoir trop de mal à démarrer ou se mettre tellement de pression que on n'est pas détendu et comme on dit au tennis, on joue pas délié. Donc, on joue tellement crispé que la balle, elle va dans le filet. Et au final, on se dit, c'était une mauvaise idée de jouer au tennis. C'est plus parce que t'étais crispé que tu l'as mise dans le filet, que t'as pas le talent, quoi. Et moi, je trouve que dans vos équipes, vous avez beaucoup plus de talent et d'énergie que ce qu'on peut croire. Par contre, il faut la fluidifier, il faut laisser aller. C'est ce qu'on appelle le droit à l'erreur. C'est pas facile à faire en France, mais quand même, c'est une vraie leçon pour le coup, de business de Chris, quoi. Ça me fait penser à un exemple, mais vraiment tout bête, que vous allez pouvoir utiliser tous les jours sur minimiser les risques ou les augmenter. Très souvent, quand vous êtes dans un moment où on cherche une idée pour avancer dans une équipe, il y a quelqu'un qui va donner une idée. Et hier, c'était ça exactement. Et la phrase d'après, c'est oui, mais. La phrase d'après, c'est systématiquement oui, mais. Et là, après le mais, il y a un risque. On n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, si jamais on se plante. Et ce que je disais, truc vraiment important, c'est que l'idée n'a pas le temps d'être bonne quand le risque arrive à la deuxième phrase. Et je leur disais, c'est pour ça que vous n'êtes jamais content de vos idées. C'est que vous les bloquez à la deuxième phrase. Maintenant, virez-moi le oui mais et prenez la première idée et faites 10 oui et derrière. Là, vous avez dit oui et, c'est-à-dire je construis autour et j'accepte d'avancer sans me poser la question du risque. Vous allez voir qu'à la fin, il y a toujours le même risque du début, mais on a beaucoup plus envie de tenter le coup. Donc ça crée de l'audace. C'est pour ça que la gestion du risque, c'est ce qui est intéressant chez Kris Jenner, c'est que je pense que son oui mais arrive tard. Il arrive sûrement parce que il y a peut-être aussi une liste des marques qu'elle a jamais montées. Je pense pas qu'elle monte tout ce qui lui passe par la tête. Ça là, on la connaîtra jamais. Mais je pense que son oui mais arrive plus tard. Ouais, je pense qu'il y a à la fois, il y a un truc très, on va apprendre avec les expériences de tous les échecs qu'on a eu. Je viens de citer Calice Cosmetics comme succès, mais je viens de citer 4 marques de cosmétiques comme grand échec. Et je pense que évidemment que les deux sont reliés. Non, et puis je pense qu'il y a vraiment une définition différente dans la tête de Kris Jenner de gestion des risques. Gestion des risques, c'est pas minimiser tout le temps les risques en fait. C'est savoir quand est-ce que c'est malin d'en prendre et opportun, et quand est-ce que mes risques sont contrebalancés par des succès assurés ou en tout cas des réussites constantes qui vont me permettre de les prendre, quoi. Et je trouve qu'elle a vraiment cette logique-là. Et je suis d'accord avec le fait que souvent c'est dommage parce qu'on voit des entreprises qui se disent gestion des risques, ça veut dire mettre le niveau de risque le plus bas possible, puis vraiment pas en avoir, alors que c'est pas exactement ça. Un des trucs je vois beaucoup quand on lance des nouveaux projets au sein d'une équipe, par exemple. Souvent, un des premiers réflexes, mais je pense que c'est, je sais pas si c'est culturel, si c'est lié à les systèmes hiérarchiques ou de reconnaissance des entreprises. Toujours est-il que, par exemple, il y a pas très longtemps, j'avais une manager qui doit embarquer énormément de gens sur un projet de RSE. C'est vraiment un projet de type, s'il ne se passe pas, c'est vraiment dangereux pour l'entreprise. Il faut absolument que l'entreprise évolue sur ce sujet. Et en fait, on lui propose une démarche en lui disant, tu peux demander à des gens de le faire. Et elle, sa première idée, c'est de se dire, oui, mais il y a des gens qui vont me dire
qui veulent pas le faire. Et en fait, c'est la première vision, c'est automatiquement de se dire quel pourrait être le risque ou qu'est-ce qui ferait échouer mon truc. C'est que potentiellement, il pourrait y avoir des personnes qui disent moi, je veux pas venir avec toi. Quand bien même, en fait, si on pèse les deux risques, le risque à ne pas faire est évident, immense, gigantesque. Devant elle, c'est un mur qui s'avance. Et le risque à faire, en fait, est potentiellement émotionnellement un peu plus difficile. Potentiellement, il y a des gens qui vont lui dire non, donc il y a plein de choses. Mais elle le voit un peu, elle le perçoit de la même manière, alors qu'en fait, il est pas si grand que ça, quoi. Donc toi, ce que tu lui conseillerais là? Première chose, pas en premier lieu, quand on a une idée, répondre oui, mais imagine. Mais se dire, si je laisse vivre cette idée et que ça se passe bien dans plein de scénarios où ça se passerait bien, comment cette idée, elle peut évoluer. Et ça permet d'affiner l'idée, d'avoir une idée qui est meilleure, d'avoir des choses qu'on peut proposer à l'équipe qui fonctionnent super bien. Parce qu'en fait, si on arrête l'idée trop tôt, on a sûrement dit non à une idée pas ouf, mais c'est vrai qu'elle l'était pas et on l'a pas laissé devenir une bonne idée. Deuxième chose, moi, je trouve quand même, peser le risque à pas faire permet souvent de se rendre compte qu'en fait, il y a des moments où il faut tenter, quoi. Même si c'est pas dingue. En tout cas, moi, je trouve sur notamment les sujets de mobilisation ou les sujets managériaux avec les équipes. Ne pas manager, c'est sûr que ça marche pas. Manager, ça échoue très souvent, mais une fois de temps en temps, ça marche, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et c'est étonnant d'ailleurs à quel point le risque à ne pas faire, le risque de ne rien faire, est très peu envisagé dans les boîtes. Je sais pas si c'est culturel non plus, je suis pas totalement sûr. Mais en tout cas, ouais, c'est assez impressionnant, je suis d'accord avec toi. Ça peut vous aider peut-être effectivement de peser ce risque-là, quoi. En tout cas, il rentre dans la balance, voilà. En fait, dans la vraie vie. Ouais, pour limiter l'effet des risques évidents qu'il y a à faire, il y en a toujours. Hein. Comme tu dis, il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord avec votre idée. C'est sûr que sans avoir d'idée, il y a personne qui est pas d'accord. En fait, Kris Jenner, son risque à pas faire, c'est que juste on n'aurait jamais entendu parler des Kardashians. Enfin, c'est. Oui. Après, on est un peu obligé de supposer là-dessus, en vrai, parce que évidemment, on connaît les marques qui ont réussi, les marques qui ont échoué. On ne connaît pas le nombre d'idées de marques qu'elles ont eues et qui n'ont pas été lancées. Moi, à mon avis, ce serait une erreur de caricaturer en pensant que Kris Jenner, dès qu'elle a une idée ou qu'une de ses filles a une idée, elle dit oui et elle la lance. Je pense pas que ça se passe comme ça. Je pense que dès qu'ils ont une idée, ils disent pas trop vite oui mais, ils la poussent assez loin. Il y en a un certain nombre qui tombent à ce moment-là, après l'avoir poussé assez loin. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus que ce que le commun des mortels font, qu'ils tentent, quitte à avoir un certain nombre de succès. On pourra jamais savoir ça exactement, parce qu'on n'aura jamais cette donnée précise. Mais il y a fort à parier qu'il y a un écrémage, mais qui se fait plus tard, en fait, par rapport à ce que font la plupart des gens. Oui. Et ça, c'est pas applicable, encore une fois, on s'en fout que ce soit des créations de marques. Comme tu disais sur la RSE, ça peut être applicable à n'importe quoi, y compris une simple réunion d'équipe, dans lesquelles on va demander est-ce que vous avez des idées pour mieux fonctionner avec le service d'en face. C'est aussi bête que ça. Si vous dites oui mais à chaque fois, oui, toutes les idées ont un problème, toutes les idées ont un risque, toutes les idées pourraient ne pas marcher. Peut-être que vis-à-vis de l'équipe d'en face, il faut juste faire 12 trucs, qu'il y en a 8 qui vont pas marcher, mais que les 4 qui restent, ça va rendre incroyable nos relations avec l'autre service, quoi. Je crois que c'est ça le vrai truc qui génère sur le succès d'échec. Mais qui rejoint ce que tu dis. Moi, je trouve que ça rejoint un peu. En règle générale, tout ce qu'on est en train de dire, c'est tout ce qu'on trouve inspirant chez Kris Jenner. C'est cette espèce d'absence de contrôle très. Faut réussir de manière sérieuse, cadrée. On a l'impression qu'elle fait les choses très très bac à sable, enfant. On tente un truc, on se réessaye, on s'amuse. Ah, vous pensez ça de moi? Trop drôle. La blague est drôle. Enfin, il y a pas de logique derrière de contrôle. Tu me disais, quand on préparait cet épisode, j'avais bien aimé l'expression, mais c'est un peu cette idée on a l'impression qu'elle a pas de surmoi derrière. On pense qu'on veut de la psychanalyse derrière, mais enfin, c'est cette espèce de truc, et je trouve que c'est là-dessus qu'elle est très inspirante, en fait. C'est se dire, en fait, si je m'autorise à... on disait que je fonctionnais sans trop de contrôle et de sérieux, qu'est-ce que ça me fait faire d'un petit peu différent? De petits pas de côté, qui fait qu'une fois de temps en temps, j'ai une idée un peu brillante et je deviens Kris Jenner. Mais c'est quand même super paradoxal avec les préjugés, et je peux bien parler, moi, des préjugés qu'on a sur les Kardashians, parce que je les ai, mais je pense que d'autres gens qui les regardent les ont, c'est que on a les préjugés de ce genre d'émission, de quelque chose d'extrêmement superficiel. Je pense que c'est lié à deux choses. Je pense que c'est lié à une réalité qui est que le divertissement proposé par Kris Jenner et ses filles n'est pas une émission littéraire, c'est pas la grande librairie, ça d'accord. On est libre de pas aimer et de pas en avoir envie. Par contre, l'autre, c'est lié à un jugement un peu hâtif qu'on a sur la façon dont on aborde les problèmes. Être enthousiaste, ne pas se regarder faire et faire confiance à ses instincts, c'est pas frivole. C'est plutôt sain même. Oui. Et donc, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez pas ressembler aux Kardashians, ce que je peux tout à fait comprendre, il vous suffit de pas prendre la première partie.
Il vous suffit de pas appliquer ça à des actions de jeunes filles qui perdent des boucles d'oreilles en diamant au bord d'une piscine turquoise. Appliquez à votre problème d'équipe, à votre envie de bien faire dans votre travail, l'autre partie qui n'est pas de la frivolité, qui est de la légèreté, si on préfère. Et la légèreté, ça marche tellement bien que les humains. Enfin, on le voit avec les gamins. Les gamins, ils apprennent en jouant. Et ben, les humains, ils décident et ils progressent en jouant, en s'amusant, en rigolant, bien plus qu'en étant comme ça, sérieux et tout. Bon, allez, on parle encore de 2 heures des Jamais de ma vie, je pensais que tu conclurais en vendant aussi bien les Kardashians. Vraiment, je suis heureuse. Eh ben, écoute, je suis très content de cette grande victoire. Peut-être que vous ne partagez pas nos avis. Et dites-le nous dans les commentaires. Mais dans tous les cas, il faut s'abonner. C'est important pour nous, c'est important pour qu'on... Non, je plaisante, mais c'est important pour nous, c'est important pour qu'on continue à faire des vidéos et à trouver des sujets amusants pour parler de management de façon légère, pour le coup. Oui, et puis je sais qu'on a choisi un sujet qui était évidemment un petit peu provoquant. Et moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis, vos réactions, de savoir ce que vous en pensez. Je parle en tant que fan, je veux savoir ce que vous pensez des Kardashians. Merci beaucoup et on se retrouve très vite pour une nouvelle table ronde.